très large, les éducateurs face aux univers numériques. Je vais vous laisser vous présenter pour introduire cette table ronde. Je pense que c'est le plus simple. Alors oui, donc moi je m'appelle Mathilde Mercier, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je m'intéresse depuis quelques années déjà au rapport de l'enfant et des écrans et le rapport en lien évidemment avec la famille. Moi je ne suis pas du tout une spécialiste de l'adolescent comme le titre de ma formation l'indique, donc j'étais très intéressée justement toute la journée sur tout ce qu'on a pu m'apporter autour de l'adolescent. Bien que j'ai rencontré des familles et des adolescents dans des univers divers, j'étais moi aussi animatrice de centre social, animatrice dans des centres de loisirs, dans des colonies de vacances. Et du coup, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, j'ai eu l'habitude de rencontrer des familles plutôt dans des multi-accueils. Et dernièrement, puisque ça fait longtemps que je m'intéresse à ce sujet-là, j'ai travaillé dans une association lilloise qui s'appelle les Rencontres audiovisuelles. Et dans cette association, je menais des actions d'éducation à l'image qui allaient de la construction de films avec des scolaires, avec des familles, à l'analyse filmique tout court, montrer des courts-métrages et en discuter ensuite. Et puis tout un pan qu'on a développé avec les Rencontres audiovisuelles, le pan qui est de la prévention aux écrans, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer sur ce secteur-là. Depuis, j'ai déménagé, j'habite dans l'ouest de la France, mais j'essaie de continuer toute seule à intervenir sur ce sujet en souhaitant rencontrer des familles avec le plus de bienveillance possible pour justement essayer de traiter ce sujet assez épineux. Voilà. Sophie Mancel, alors j'ai le superbe qualificatif de mère d'adolescent. Voilà, j'ai tenu jusque-là, donc je suis encore vivante. J'ai donc 3 enfants, donc un qui va avoir 16 ans, une qui va avoir 14 ans et une qui a 11 ans. On est, nous, en tant que parents, en plein dedans. Donc voilà, je parlerai depuis cet angle-là. Voilà, je suis aussi responsable de groupe chez les Scouts et Guides de France, donc je connais un petit peu. Et puis, je suis enseignante aussi. Voilà, avec des élèves plus petits, donc c'est presque ça. Voilà. Donc, je ne suis pas une experte, je ne suis pas psychologue. Je parle vraiment de mon point de vue de maman. Je ne te représente pas une cinquième fois. Thomas qui arrête de se présenter. Du coup, je vous propose de commencer cette table ronde par un moment un peu plus interactif parce que c'est vous les premiers concernés en tant que parents, éducateurs, chefs-ten, éducateurs de manière générale face aux univers numériques, en vous posant d'abord une première question à laquelle on va vous laisser répondre les uns après les autres. Quelles sont vos principales préoccupations concernant l'éducation au numérique des adolescents que vous accompagnez ? Qu'est-ce que vous craignez ? Quelles sont vos craintes ? Sur quoi vous bloquez ? Quels sont vos enjeux ? Je disais juste le temps passé, chronophage. Sur les écrans. C'est une crainte ou c'est quelque chose que vous constatez ? Les deux. Le narcissisme que ça peut engendrer et la vie dans un monde irréel. Les cas d'harcèlement numérique, parce que on a déjà parlé des années précédentes de tout ce qui peut être harcèlement à l'école, mais le numérique prend beaucoup le pas aussi. Et alors moi aujourd'hui je suis accompagnatrice pédagogique, donc j'ai pas des jeunes directement, mais j'ai des chefs qui se posent beaucoup de questions là-dessus. Ouais, c'est double, c'est d'abord trouver un juste milieu entre les avantages, on a beaucoup parlé ce matin notamment, entre les bénéfices et les inconvénients des écrans pour la santé, la sociabilisation et ces choses-là. La deuxième, c'est l'influence extérieure par rapport à mes enfants notamment, qui sont jeunes. Comment est-ce que là où ils vont, chez Anounou, à l'école ou dans la société, comment est-ce que ça va être différent de la manière dont moi je vois ces questions-là ? Et donc comment est-ce que les éducateurs chez les scouts vont dire des choses différentes de ce que moi je vais dire, et comment est-ce qu'on s'harmonise, ou pas forcément s'harmoniser, comment est-ce qu'on se coordonne, on se complète, mais en allant plus ou moins dans le même sens, quand c'est possible. Alors moi je suis d'une génération où notre temps de cerveau disponible était beaucoup mobilisé par l'ennui. Des journées entières d'ennui. Et je suis très préoccupé parce que le système fait de ce temps de cerveau disponible chez nos enfants.
qui ne s'ennuient plus, évidemment. Et il y avait aussi l'influence, on va dire, de ce que peuvent avoir les réseaux sociaux. Moi, je suis assez axée réseaux sociaux pour le coup, même si le numérique c'est beaucoup plus large. Sur, pareil, ces adolescents, et notamment, on en avait parlé un peu ce matin, sur tous les déferlements de haine qu'il peut avoir sur les réseaux, et du coup, l'influence que ça peut avoir si les jeunes se sentent concernés finalement par ce qu'on reproche parmi les milliers de commentaires. Voilà, je trouve ça hyper perturbant en fait. Prends encore une réponse. Moi, c'est tout ce qui est la question de l'apprentissage de l'autonomie et de l'indépendance avec les outils numériques qui peuvent être des outils de flicage aussi et qui répondent à des angoisses des parents. Et comment garder un espace d'intimité et d'autonomie pour les jeunes malgré ces réseaux, malgré les téléphones portables. Et du coup, on avait une deuxième question à vous poser qui découle en fait des préoccupations que vous pouvez avoir. C'est quels sont justement les effets de ces préoccupations sur la relation que vous entretenez avec les jeunes? La préoccupation pour moi, c'était le temps passé par des jeunes, le rejet de toutes les activités hors écran, petit à petit, et surtout le manque d'envie de toutes les autres activités. Et ça se traduit par, pour la deuxième question, des grandes difficultés relationnelles et coupures relationnelles. Ça entraîne évidemment des relations conflictuelles avec les jeunes qui veulent avoir accès, par exemple, à ces réseaux sociaux. Je donne juste un exemple. Hein. J'ai un fils qui a 13 ans maintenant. On lui a toujours dit pas avant 13 ans, c'est la loi, c'est Facebook, c'est Instagram. Ça fait 6 mois qu'il a 13 ans, il n'a toujours pas mis de réseaux sociaux finalement. Donc en fait, lui-même, je pense, a une crainte, peut-être qu'on lui a donné, je ne sais pas, ou une réticence, malgré évidemment les conflits pendant 2-3 ans avant, en disant dès 13 ans, je mets mon réseau social, mais bon, voilà. Moi, ça se traduit par la nécessité de faire des compromis. J'accompagne une équipe de 17-19 ans qui monte un projet à l'étranger. Et cet accompagnement, aujourd'hui, je le fais essentiellement via Messenger, via WhatsApp, par mail, parce que j'ai eu besoin d'aller sur ce terrain-là, parce que sinon, je n'avais pas de réponse, je n'avais pas de lien. Et en même temps, ça nuit à l'accompagnement que je peux proposer, parce que c'est toujours moins efficace que du contact direct. Mais c'était un peu l'alternative entre il n'y a rien, où il y a ce terrain de compromis-là qui est moins efficace, mais où, au moins je les ai rejoints là où ils étaient. Pareil, dernière réponse, puis après on va commencer à y répondre. C'était comment utiliser justement les écrans de manière collective pour faire quelque chose en collectivité et non pas rester dans l'individualité. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'est vrai que c'est à partir de vos préoccupations aussi qu'on va pouvoir répondre à ces enjeux-là. Peut-être un postulat de départ avant de commencer à répondre à vos questions. Être parent ou éducateur, notamment d'adolescents, c'est hyper compliqué, on ne comprend pas forcément tous les codes. Du coup, voilà, vraiment essayer de construire cette table ronde en apportant des réponses, de la bienveillance et des réponses éducatives sans jugement, sans ce qu'on peut. C'est notamment là-dessus que Mathilde reviendra sur la position de parents. Aujourd'hui, c'est compliqué avec la culpabilisation en plus du monde numérique. Donc voilà, une table ronde pleine de bienveillance. Justement, Mathilde, peut-être commencer à réagir sur cette question, sur les réponses qui ont été apportées et cette question de parentalité. Déjà, moi, je suis agréablement surprise parce que, en travaillant régulièrement avec des parents, j'ai l'impression que le discours ambiant, c'est que justement le parent est responsable de tous les maux dans notre société et qu'on le pointe régulièrement du doigt et assez facilement du doigt dès qu'un enfant a une difficulté. Et là où je suis agréablement surprise aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on s'est plutôt posé la question, parce que peut-être il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas parents, donc tout le monde se sent la légitimité d'intervenir et c'est chouette. Mais voilà, aujourd'hui on est dans une société qui a donné beaucoup d'importance à l'éducation et l'éducation parentale, et c'est normal puisque ce sont les premiers éducateurs de l'enfant. Mais voilà, moi je voulais vraiment revenir sur
ce que c'était qu'être une famille en 2018. Là, Sophie, t'as totalement... enfin, vous avez tous le droit d'intervenir, puisque voilà, moi je suis en train de fonder une famille, comme tout le monde voit, mais je n'ai pas encore une grande famille. Mais j'ai pu quand même l'observer. Et pour moi, c'est très important d'essayer de comprendre quels sont les besoins des familles, pour essayer de comprendre aussi leurs difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien, pour être capable d'y répondre aussi dans notre rue, en analysant l'usage qu'ils ont des écrans. Voilà, donc à partir du fait qu'aujourd'hui, quand on est parent, on est très rapidement pointé du doigt. On considère, nous, que l'éducation d'un enfant, elle appartient donc à ses parents. On voit d'ailleurs d'un très très mauvais œil tous ceux qui voudraient intervenir sur la manière et nos pratiques parentales, alors que pourtant on juge assez facilement les pratiques parentales des autres, notamment avec les réseaux sociaux ou grâce à la télévision. Enfin voilà, c'est assez simple et assez rapide de considérer qu'un enfant, dès qu'il est en difficulté, c'est de la faute de ses parents, qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu les bonnes compétences parentales, qu'ils ne se sont pas assez formés, qu'ils ne se sont pas assez informés. Enfin voilà, c'est de leur faute. Alors qu'on constate, et c'est totalement paradoxal, qu'on est face à des familles qui sont de plus en plus isolées dans un monde qui est de plus en plus connecté. Alors là, ce paradoxe, moi je vais en parler avec un exemple assez concret. J'ai travaillé avec des familles à Roubaix qui... quand ils étaient capables de nous dire qu'ils avaient beaucoup de contacts avec des familles maghrébines pour la plupart, et je comprenais qu'ils avaient beaucoup de liens très très forts encore avec le Maghreb, avec les liens familiaux qu'ils avaient à l'extérieur. Par contre, au moindre petit événement où on essayait de les inclure, où on essayait de leur faire un gâteau avec les enfants, ou des choses comme ça, on sentait qu'il y avait une réticence. Et moi je sentais que c'était comme si... c'était difficile de faire vivre le lien social et de faire vivre la notion de territoire quand on est dans sa tête toujours un petit peu ailleurs. Et ça, moi, ça me semble intéressant de l'analyser. C'est que, bah oui, on peut pas être partout. On peut pas continuer à faire vivre des liens avec nos amis qui sont loin, avec notre famille qui est loin, et puis dans notre quartier, et puis limite on peut parler des questions d'environnement ou des questions politiques, mais voilà, c'est difficile d'être un peu partout. Juste un petit mot sur le rôle des grands-parents aussi, où pendant des années les grands-parents considéraient qu'il était aussi de leur devoir de s'occuper de l'éducation des enfants, de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc les effets aujourd'hui, je dis pas que c'est mal, mais les effets aujourd'hui sont que forcément les familles, elles sont de plus en plus isolées, elles se retrouvent toutes seules à venir avoir cette responsabilité-là de s'occuper de leurs enfants et d'avoir la responsabilité des injonctions qu'on leur impose. Ça nous échappe pas forcément dans une société qui valorise l'efficacité, la productivité dans toutes les sphères de notre vie. C'est très bien, on aura appris grâce à la psychologie à prendre soin de nous pour prendre soin des autres, pour prendre soin de ses enfants. Mais voilà, je voulais aussi dire qu'encore une fois, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas prendre soin de soi, de sa vie de couple, très bien de ses enfants, et puis accessoirement, du travail, puisqu'aussi avoir une vie professionnelle épanouie est extrêmement important vis-à-vis de la société, et que du coup, voilà, il y a une espèce d'éparpillement qui fait que, je pense par exemple au rôle des femmes, alors c'est peut-être quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure dans l'autre table ronde, mais... Voilà, quand on demande aux femmes de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, une fois que la porte est fermée et qu'il est 8h du soir, c'est fatigant de venir éduquer son enfant, c'est fatigant d'aborder les questions des limites. On n'a pas envie de s'occuper de ça parce que le temps où on est avec ses enfants, on a envie que ce soit un temps de qualité. Et voilà, c'est une réalité. Et je pense que, moi, toutes les familles que j'ai rencontrées, elles m'ont fait part de ça. C'est que quand les écrans, elles ont pris de la place dans leur vie, ils m'ont dit, mais moi, je voulais juste leur faire plaisir, quoi. Je voulais bien faire. Je me suis pas rendu compte que ça pouvait arriver jusqu'à là, parce que, à un moment donné, c'était juste une manière de les voir passer du bon temps et de pas rentrer en contact négatif avec eux. Voilà. Du coup, l'écran dans la vie de ces familles, forcément, ça devient la babysitter un peu gratuite, le moyen de facilité. Alors certes, une solution de facilité, mais qui pour moi reflète un réel besoin. Et ce besoin-là, il est important à comprendre
Parce que, voilà, quand moi des familles me disent oui, j'entends bien ce que vous me dites avec vos super penseurs là qui disent qu'il faut pas avant 3 ans et puis qu'il faut pas avant 6 et puis pas ci et puis pas ça. Mais moi quand je suis toute seule le soir parce que mon mari travaille et puis que j'ai mes 4 enfants, que je dois aller donner le bain du premier et puis que je dois, je suis tellement bien finalement quand il est devant un écran. C'est tellement plus simple pour moi de le savoir sur le canapé, de le savoir devant un écran, plutôt que de pas savoir où il est ou de pas savoir quoi lui proposer d'autre pour améliorer c'est cette tâche quotidienne. Et voilà, ça c'est vraiment important pour moi de le dire, c'est que voilà, quand on est parent, et je pense que tous ceux qui le sont le savent, c'est une série de tâches quotidiennes, c'est une série de rituels, et c'est à l'intérieur de ces rituels que vient s'intégrer les écrans, et c'est là où ça devient beaucoup plus difficile à un moment donné de venir changer les comportements quand depuis des années l'écran est la solution pour le parent pour aller faire de la cuisine, c'est la solution pour le parent pour pouvoir s'occuper de soi aussi, pour pouvoir lui-même communiquer, comme on disait tout à l'heure, avec son oncle ou sa tante qui est loin et puis son meilleur pote qui est à l'autre bout de la France. Voilà, ça devient un besoin. Et puis là, c'était aussi pour revenir sur la question de l'ennui, parce que moi aussi ça m'intéresse beaucoup. On a tort de leur imposer à nos enfants l'activité constante que nous on s'impose. Nous, on est toujours en activité dans notre tête. On a 1001 tâches à réaliser, et puis c'est comme si inconsciemment on leur imposait aussi déjà cette façon de penser, comme si on leur donnait l'idée qu'il faut absolument faire quelque chose, il faut leur proposer quelque chose, ils ne savent pas s'ennuyer, du coup on continue à leur donner du contenu sur les écrans, mais parfois aussi à acheter tout simplement l'ensemble du magasin de jouets, en espérant que ça vienne faire son effet. Et ça me semble vraiment important aussi de redonner cette valeur à l'ennui et à l'oisiveté, parce que je suis absolument d'accord avec vous, qu'en tout cas, un jeune enfant, c'est comme ça qu'il se construit, c'est comme ça aussi qu'il développe son autonomie, et c'est comme ça qu'il développe son imaginaire, et que, à un moment donné, lui dire, moi, j'ai rien d'autre à te proposer, mais par contre, on va pas allumer l'écran, je suis sûre et certain que toi, tu vas réussir à trouver les moyens de t'amuser avec ce que tu as, puisque tu as des choses, et puis même si tu n'avais rien, je peux t'assurer qu'avec un bout de papier, tu as les moyens de faire quelque chose. Juste avant d'enchaîner, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, oui, aussi sur le rôle des médias. Moi, j'ai beaucoup de familles qui me disent oui, c'est pareil, il y a énormément d'injonctions paradoxales. J'ai bien compris, on me demande de cadrer, on me demande de limiter, et puis en même temps, on me demande d'être tout le temps à l'écoute, on me demande d'être extrêmement bienveillant. Alors, je fais quoi de ce truc un peu paradoxal? J'ai bien compris que les médias, quand j'allume la télé, il y a tout le temps des risques. Il y a tout le temps, mes enfants vont toujours être dans un risque potentiel. Mais à côté de ça, on m'a dit aussi qu'il fallait développer leur autonomie. Oui, mais alors du coup, je fais comment? Encore une fois, c'est pas du tout incompatible. Hein. Quand on rentre dans les sujets, on peut apprendre qu'effectivement, il y a des manières de le faire, mais du coup, voilà, dans la tête de parents qui sont un petit peu en difficulté, ça vient rajouter, encore une fois, les culpabiliser encore plus. Et moi, j'ai beaucoup de familles, quand je leur parle des écrans, qui me disent, surtout en ayant travaillé à Lille et à Roubaix, moi, avec tout ce qui s'est passé avec les attentats, avec toutes les incivilités que j'entends à la radio ou à la télévision, mais oui, ça, je les préfère tellement chez moi, je les préfère tellement les avoir sous contrôle. Ce qui est, encore une fois, une notion, on les invite à réfléchir sur oui, bien sûr, oui, avec les écrans. Enfin voilà, c'est une réalité aussi, et moi je sens aussi l'importance de, quand on les accompagne sur cette question-là, de venir leur montrer qu'en rouvrant la porte de chez eux, il se passe des choses, on leur propose de faire des choses, qu'il y a des associations de quartier, qu'il y a des centres sociaux, qu'il y a des théâtres, et des fois rien que de leur reprendre la main pour les inviter à refréquenter ces lieux-là de leur quartier et leur dire mais non, mais il n'y a pas du danger partout, un petit peu d'éducation aussi aux médias là-dedans, c'est une image qu'on vous donne, mais est-ce que votre enfant est si en danger que ça, on n'est vraiment pas sûr. Et voilà. Et juste pour conclure, pardon, excusez-moi, je peux en parler des heures, c'est aussi sur cette
je voulais réagir encore une fois hein, sur les médias, c'est sur cette vision négative qu'on nous offre de la jeunesse. Moi, j'étais particulièrement choquée par un reportage il y a à peu près 2 semaines, complément d'enquête autour de la pornographie justement et les jeunes ados. Et quand je regarde ce reportage-là, je me dis mais mon Dieu, enfin si j'étais jeune, mais comment je me sentirais jugée, prise pour une imbécile, perverse, tiens, en plus, tiens, pourquoi pas, j'ai qu'à être perverse aussi. Enfin, voilà, je trouve que... Et encore une fois, quand on est parent et qu'on reçoit ce genre de reportages qui sont censés nous montrer ce que c'est que la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Puis en plus, ça devient vraiment, vraiment difficile d'être parent, quoi. Voilà. Et juste, encore une fois, une dernière chose. On va y arriver. Hein. Juste, c'est une référence que j'aime, moi, qui me tient à cœur. C'est un militant pédagogue de l'éducation populaire qui s'appelle Laurent Hoth, qui a écrit un livre qui s'appelle « Être parent n'est pas un métier ». Et voilà, moi, quand je parle de bienveillance envers les parents, c'est justement d'avoir toujours conscience de ça. C'est que on ne peut pas demander à tous les adultes, à tous les parents, de se munir de toutes les règles éducatives et d'écrire des bouquins et d'être tous des pédagogues et d'être tous des savants et des penseurs de l'éducation. Et ça d'avoir ce recul-là, ça nous permet de nous dire, bah oui, en tant que professionnel ou en tant qu'éducateur, en tant que moniteur de colonies de vacances, bah on a tous notre rôle à jouer à notre manière, en se disant que, bah oui, peut-être que ces parents-là, qui sont dans une difficulté sociale, qui sont dans des difficultés intellectuelles, toutes les difficultés du monde, voilà, c'est pas de leur faute. Maintenant, voilà, il faudrait être capable d'avoir d'autres moyens je pense que là, votre rôle est hyper important, justement, voilà, d'être une autre figure de règles, de limites, une autre manière de voir les choses sur ces sujets-là. Je m'arrête. Merci beaucoup. Du coup, peut-être pour enchaîner, Sophie, vu qu'on a quand même beaucoup parlé des parents et que tu es notre maman experte d'adolescents, alors, juste comment est-ce que toi tu te positionnes pour réagir par rapport à ça? Je pense que on a parlé de certains types de familles, mais que je ne connais pas une seule famille où il y a des adolescents où ça ne pose pas un problème. Où la question du rapport aux écrans, la question du temps passé devant les ordinateurs, devant Internet, etc. Moi, je ne connais aucune famille où il n'y a pas un tout petit, même un minuscule conflit. Hein. Tous les parents que je connais, moi y compris, hein, c'est quand vous parliez tout à l'heure de difficultés relationnelles et difficultés conflictuelles, moi je me reconnais aussi dans ces situations-là. Et donc je pense que c'est pas juste certains types de familles, mais je pense que ça nous concerne tous. Et que tu parlais, Mathilde, tout à l'heure les parents disent que l'éducation de leurs enfants c'est leur rayon, leurs problèmes, etc. C'est vrai, mais pas toujours. Et je trouve ça important et heureusement qu'on peut le partager avec d'autres. Moi, je suis contente de dire dans le scoutisme qu'on partage, qu'on est co-acteur de l'éducation des enfants. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir justement s'interpeller sur l'éducation des enfants, parce que quand on éduque nos propres enfants, on a besoin aussi de se sentir interpellé par d'autres sur un certain nombre de sujets. Parce que, tu l'as dit, et je suis d'accord, être parent, c'est fatigant, c'est épuisant. Être parent d'adolescents, ça l'est encore plus. Mais c'est en même temps passionnant et c'est génial parce qu'on les voit grandir, on les voit évoluer et on les voit aussi prendre de l'autonomie et prendre du recul par rapport à justement tous ces sujets qu'on aborde depuis ce matin et moi je trouve ça aussi très bien de les voir grandir et de les voir mûrir et donc d'essayer à mon niveau de parent et du coup avec les autres acteurs qui sont autour de les outiller pour être le plus près possible à rentrer dans leur vie d'adulte. Ce qu'on souhaite qu'ils feront le mieux possible. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On parlait tout à l'heure du besoin qu'ils ont du numérique. Je pense qu'un des besoins et ce qui nous fait... une des questions qu'on se pose quand on est parent, c'est à quel âge je vais leur donner leur premier téléphone portable. Je pense que ceux qui ont des jeunes adolescents, même des enfants, se posent cette question. Et... à quel âge, comment on fait pour l'accès à l'ordinateur, est-ce que je mets un contrôle parental, voilà.
En tout cas, il faut qu'on se pose ces questions-là. On ne peut pas juste leur donner un téléphone portable parce que c'est gratuit. Moi, j'ai déjà entendu des parents dire ça et ça me questionne. Mais une des questions que nous, on se pose et que nos ados nous renvoient aussi, c'est on en a besoin parce que on parlait ce matin de la construction identitaire, de la crise identitaire. C'est ça, hein. Je ne suis pas psychologue. Hein. Les ados, ils se construisent aussi les uns par rapport aux autres dans leur lien social. Et leur lien social, il passe aussi par là. Et ça fait partie de notre réalité d'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est à nous de voir comment ça joue dans leur lien social et donc de les accompagner là-dedans. Et c'est vrai que nous, on se pose la question en tant que parents, à quel moment je lui donne cette liberté, à quel moment je lui fais confiance, et puis, du coup, comment je l'accompagne. C'est tellement facile de se dire, c'est bon, il a son téléphone, il va gérer. Il a son ordi, il va gérer. Et puis, ils n'ont absolument aucune mesure, les ados, du temps qu'ils passent dessus. Absolument aucune mesure. Ils ne se rendent absolument pas compte. Nous, c'est pour ça qu'on a un contrôle parental, hein, je l'assume tout à fait. C'est notamment pour permettre à nos enfants de leur montrer, de leur permettre de mesurer ce temps qu'ils passent sur les écrans et de leur montrer, regarde, voilà, tu penses que tu n'y passes pas beaucoup de temps, mais tu passes tant de temps, et c'est tant de temps où tu ne fais pas autre chose. C'est ce dont on parlait ce matin aussi. Et quand vous parliez d'ennui tout à l'heure, c'est vrai qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour s'ennuyer. C'est sans doute aussi un peu de notre faute à nous parents, parce que c'est ce que tu disais, on les sollicite tout le temps. Et puis, moi je vois dans mon environnement, les enfants, dès 6 ans, ils ont déjà 15 activités. Donc entre 15 activités avec un emploi du temps hyper chargé, avec j'enchaîne ci, ça, etc. dans la journée, et puis passer du temps sur l'ordinateur à faire aussi d'autres types d'activités qu'eux vont justifier très très bien, hein, ça les ados ils justifieront toujours. On les a habitués finalement à être occupés en permanence. Donc voilà, moi je te rejoins quand tu dis il faut effectivement leur dire c'est pas grave si t'as rien à faire, et puis on peut aussi, il y a quelqu'un qui l'a dit ce matin, faire des choses avec eux, jouer avec eux, prendre du temps avec eux, même avec les ados, c'est des moments de plaisir de prendre du temps avec nos ados et de prendre des temps de discussion avec nos ados. On passe beaucoup de temps à discuter. Voilà, le moment où on a mis le contrôle parental a été un moment de conflit. Mais maintenant, ça va mieux. Non, mais ça a été un moment difficile à passer. Ça va mieux parce qu'en fait, ils sont allés sur YouTube et ils ont trouvé un tutoriel qui leur expliquait comment enlever le contrôle parental. Je pense que c'est surtout ça. Mais tu n'es pas encore au courant, en fait. Non, mais je pense que c'est bien de ne pas être au courant de tout ce que font nos ados. Mais oui, ça s'appelle l'intimité. Voilà, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je trouve ça très bien, mais en même temps, le fait d'avoir discuté, le fait d'en avoir discuté, le fait d'en avoir parlé, leur a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est certainement pas parfait, parce que de toute façon, l'éducation parfaite n'existe pas. Hein, on essaye de faire du mieux qu'on peut, de notre mieux, si je peux me permettre cette petite référence. Mais voilà, et de trouver nos propres solutions aussi, qui correspondent à nos familles. Hein. Je sais pas si tu veux attendre. Je me tais, moi. Non, c'est là où pour essayer de commencer peut-être à trouver des solutions. Moi, il y a une première solution que je dis toujours, c'est l'observation, qui est le premier outil de l'éducateur en règle générale, mais qui peut être, qui est nécessaire quand on a des parents qui sont en difficulté et que, je visualise qu'ils ne savent pas vraiment ce que font leurs enfants sur les écrans. La première étape que je leur demande, c'est du coup, prenez le temps d'observer avec eux et de jouer avec eux. Et c'est vrai, ça c'est vraiment important parce que ça va permettre de comprendre ce qu'ils y font, de peut-être être justement choqués, hein, de se retrouver face à GTA comme on a vu ce matin. Cette observation, elle me semble vraiment bien. Et juste pour ce que tu disais avant sur les enfants qui minimisent leur temps passé devant les écrans, j'ai envie de dire que les parents aussi minimisent leur propre temps
passer devant les écrans et que du coup c'est d'autant plus compliqué de venir intervenir à ces enfants à ce propos-là quand nous-mêmes on minimise à la fois le temps passé devant les écrans mais aussi le contenu des choses que l'on consomme. Il y avait une étude, je crois que c'est Michel Desmuret qui dans son livre TV Lobotomie disait quand on a demandé à des parents qu'est-ce qu'ils consommaient le plus à la télévision, je sais plus, il y avait une immense part qui disait les documentaires. Moi j'adore les documentaires. Ah oui, mais alors quand on regarde la part d'audience sur le documentaire, on a envie de dire, mais mon Dieu, si avec ça... Enfin, voilà, et du coup, ça prouve à quel point il est difficile déjà d'avoir un propre recul sur ses propres pratiques. Donc déjà, une fois que ce travail-là, il est fait, c'est vrai que quand on commence à observer ce que font les enfants, ça peut nous permettre de comprendre que, bah oui, s'ils nous observent être... Nous-mêmes, toujours sur Facebook, même si on a beau dire qu'on adore regarder le documentaire, eux peut-être qu'il est fort probable qu'ils ne retiennent pas du tout le coup du documentaire, mais plutôt et tu passes surtout du temps à regarder des émissions sur TF1, maman, c'est pas ça du tout ce que tu fais. Voilà. Enfin, du coup, et ça me semble intéressant parce que du coup, ça ouvre aussi le débat. Quand j'interviens auprès de familles, et surtout quand il y a les enfants, je fais souvent des jeux de questions-réponses où je leur demande, mais alors du coup, toi, t'en penses quoi du coup? C'est quoi que tu préfères à la télé? Et puis, est-ce que je fais même des jeux les amours. Voilà. Je trouve que c'est une bonne manière de voir où est-ce qu'ils en sont et je leur demande par exemple, qu'est-ce que tu préfères regarder sur les écrans? Et donc aux parents et aux enfants. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez que votre enfant préfère regarder sur les écrans? Et au contraire, qu'est-ce que vous pensez que votre parent... Et ça, c'est toujours très intéressant parce que souvent, après, du coup, ils se regardent. Mais genre, on vit ensemble, nous. Tu m'as vu ou est-ce que tu vois bien que j'adore les jeux vidéo? Pourquoi tu dis que je passe ma vie sur Facebook? Enfin, tu vois bien que je suis pas... Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est une des choses aussi sur lesquelles je peux essayer d'intervenir, c'est trouver des manières un peu... plus ludique ça c'est le rôle de l'animateur justement de trouver des manières un peu biaisées comme disait tout à l'heure votre collègue pour venir parler de ces sujets-là parce que je pense qu'on a surtout besoin d'en jouer, d'en rire, d'en parler voilà, pour démystifier un petit peu aussi le sujet et se rendre compte que voilà, en discutant ça va déjà un petit peu mieux, de se rendre compte que c'est un lien d'échange, de sortir juste de la pratique individuelle pour l'ouvrir un petit peu, et ça revient aussi à l'idée du comment rendre ça collectif, c'est justement trouver des espaces d'échange pour en parler collectivement. Juste par rapport aux espaces d'échange, moi j'avais remarqué quelque chose il s'est passé quelque chose d'assez amusant chez nous, c'est-à-dire qu'au moment où on discutait du temps passé devant les écrans, de la gestion des réseaux sociaux, etc. En fait, mes deux grands se sont interpellés entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées entre eux, et c'est mon fils aîné qui a dit à sa sœur mais il faut que tu fasses attention avec ton profil machin parce que il est public, etc. Et donc ça veut dire que tout le monde peut voir. Et donc c'est pas passé par nous, mais c'est passé par son frère aîné qui a pu aussi lui montrer un certain nombre de repères. Et quand ça passe par les pairs PAIR, S, c'est aussi un peu différent parce que du coup, c'est pas nous les parents de notre côté autoritaire. Même si moi j'assume le côté autorité parentale aussi. Je pense que c'est important de leur montrer que les repères qu'on leur donne à ce niveau-là sont... c'est parce qu'on sait aussi un peu de quoi on parle, quoi. Thomas ne peut plus parler. Il y a justement une Il n'y a pas de parité, c'est tout. On va rééquilibrer par rapport au reste de la société. Non, mais justement, la question qu'on se pose, on parle là d'accompagner, notamment par vos explications à tous les deux, d'accompagner les adolescents. Comment est-ce qu'on accompagne les parents à se poser ces questions-là? Thomas, c'est toi ce que tu disais. Pendant longtemps, tu es intervenu dans les écoles, les collèges, auprès des enfants. On a quand même l'impression qu'on a mis du temps à se rendre compte que les parents devaient eux aussi prendre en charge cette éducation au numérique, intervenir dedans et qu'ils n'avaient pas forcément les bons outils. On a l'impression d'avoir un peu découvert ça du jour au lendemain et qu'aujourd'hui les parents, en claquant des doigts, devraient savoir gérer l'activité de leurs enfants sur les réseaux sociaux, sur le numérique, alors que pendant des années on leur a dit genre c'est bon, ça gère, les enfants savent le faire et au pire on le fait à l'école. C'est surtout qu'on a considéré pendant longtemps en effet que c'était quelque chose du rôle de l'école et on continue d'ailleurs à le considérer. Hein.
avec les tristes postulats que l'on fait à l'heure d'aujourd'hui et qui sont une fois encore des situations un peu paradoxales, qui sont que on n'a jamais autant communiqué sur le fait qu'il y avait des gamins qui étaient cyberharcelés. Et pour autant, on n'a jamais, enfin, ces 10 dernières années, c'est un sujet qui a été traité, retraité avec des associations labellisées, etc. Et on voit le résultat, c'est de pire en pire. Donc, il serait en effet peut-être le moment de se remettre en question et de faire le bilan de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que la notion de parentalité, il y a deux manières de l'envisager. Il y a en effet une manière très critique et très stigmatisante vis-à-vis des parents, ce que disait Mathilde. C'est évidemment pas ce qui fonctionne. Il y a néanmoins des questions de génération et d'outils qui font que le dialogue est un peu plus compliqué. Et quand je reviens par rapport aux remarques que vous faisiez tout à l'heure sur les questionnements, est-ce que vous savez que quand on interroge un ado, quand on lui demande quelle est sa première crainte par rapport au numérique, ce qu'il vous répond? Quand moi j'ai fait des focus group avec des ados, c'est toujours la même réponse qui revient. Ils nous répondent toujours, c'est pas... Nous, tout ce qu'on a décrit là, quand on vous a questionné sur les craintes, le harcèlement, etc., l'oisiveté, etc., la crainte des ados, c'est la panne technique. C'est d'être déconnecté, d'avoir et je cite, j'ouvre les guillemets, je cite, c'est de se faire pirater son compte. Alors on sous-entend le compte de n'importe quel réseau social sur lequel il est. Donc grosso modo, c'est de perdre le contact aussi avec son groupe de pairs, PAIRS une fois encore, qui est ce qu'ils mettent en avant. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qu'ils mettent en avant qui doit nous interpeller. Donc la question c'est, est-ce que par rapport à toutes les craintes que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on est dans l'ordre de nos craintes à nous qui sont limite de l'ordre du fantasme, ou est-ce qu'on est face à une réalité? Je pense que la vérité est vraisemblablement entre les deux. Si on prend la problématique du cyberharcèlement, on sait très bien que, si je suis un peu dans la provoque, le cyberharcèlement n'existe pas. C'est-à-dire que 99,9% des cas de cyberharcèlement démarrent par du harcèlement classique. Donc pourquoi continuons-nous à mettre des moyens financiers et humains sur quelque chose qui prend ses fondements et ses racines ailleurs? Donc il faudrait peut-être mettre le paquet une bonne fois pour toutes sur les problématiques de harcèlement plutôt que de continuer à dépenser des centaines de milliers d'euros sur des lignes d'écoute que personne n'appelle parce que de toute façon on est en 2018 et que les gamins qui ont des problématiques de harcèlement, ils vont pas décrocher leur téléphone. Donc voilà, tout ça c'est compliqué, ça doit en tout cas nous interroger. Je reviens sur un point qu'a évoqué Mathilde où je suis tout petit peu en désaccord, même si je pense que peut-être que je n'ai pas bien compris ce qu'elle a dit, sur la notion de rituel sur les enfants en bas âge. Le souci chez les parents, c'est que le temps d'écran devient une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange, pourquoi? Pour nous acheter du temps pour nous. Et justement, la vraie problématique, c'est qu'on déconnecte complètement cette notion d'écran des rituels classiques. Tous les jours, on est face à nos enfants, surtout en bas âge, à leur dire bon bah voilà, papa ou maman va rentrer du travail, on va aller prendre le bain, après ça on va dîner, et puis après ça on lira une petite histoire, et gros dodo, terminé. Il n'y a qu'une activité qui est complètement déconnectée de tout cela, de tous ces rituels, c'est les écrans. Jamais on ne va nommer un temps d'écran aux enfants, jamais on va leur dire ce qu'ils vont faire avant ou après. On leur dit, ce qui explique que vous faites l'expérience, vous expliquez à un enfant en bas âge qu'après ce temps d'écran, qui va durer tant de temps, vous allez sortir, faire de la trottinette, prendre un goûter, aller faire un truc ensemble, etc. Quand vous lui retirez la tablette, il pleure pas, hein. Il pleure pas. Vous pouvez faire l'expérience, c'est flagrant. C'est ce qui prouve bien qu'à partir du moment où les choses sont nommées et introduite dans une manière de vivre la famille au niveau global. Et c'est juste ça qu'on a encore du mal à percevoir et qui n'est pas simple parce qu'en effet, comme ça a été rappelé à juste titre par Sophie, et moi aussi je suis papa, donc je sais ce que c'est, on est speed, on rentre du boulot, on est fatigué, et que, une fois encore, c'est une monnaie, on achète du temps de tranquillité pour nous, parce que s'il y a bien une activité, comme le rappelait Mathilde, où on sait
qu'on est tranquille et il ne peut rien se passer, si vous mettez un enfant devant un écran, là vous êtes tranquille, il ne va pas faire de bêtises, il ne va pas l'embêter qui que ce soit, pas le bazar, il n'y aura rien à ranger après, tout se passera très bien. C'est bien pour ça, et quelque part inconsciemment, on est vraiment esclave de ça, parce que on a envie de ce moment de tranquillité pour faire d'autres choses, et parfois on en a besoin aussi. Donc c'est pas simple, mais je pense que ça passe également par un accompagnement dès le plus jeune âge. Une chose est certaine, c'est que les choses se mettent en place dès le plus jeune âge. C'est encore un point commun avec Bruno. Je suis d'accord 100% avec lui sur ce qu'il disait sur les aspects, voilà, les enjeux qui se nouent avant 3 ans. En revanche, c'est pas forcément vous voyez bien que le problème ne se situe pas en stigmatisant les outils, mais bien dans l'accompagnement et dans ce qu'on en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver comme un idiot, d'aller proposer à ma fille de regarder un dessin animé et elle m'a acheté. Hein. Elle m'a dit « Ah non, je joue ». Ah, bah, ok, bah, je pensais te faire plaisir, je pensais que ça faisait... Non, je joue. Ok, 4 ans, hein. Bon, ok. Donc, ce qui prouve bien que... Et en même temps, ça m'est arrivé de jouer aux jeux vidéo avec elle, de faire une partie de jeux vidéo, jeux interactifs en réalité virtuelle. Elle n'avait jamais vu ça, elle a passé un super moment. Jamais elle ne me l'a réclamé, à nouveau. On a passé un moment, on a échangé, on s'est bien marré. Et puis voilà, c'était une activité comme une autre. C'était pas un truc à sacraliser, un truc pour s'acheter du temps. Alors, je fais les mêmes bêtises que tous les parents, ça m'arrive de... Mais c'est vrai que j'essaie aussi de... Et puis j'ai une femme qui me lâche pas là-dessus. Donc du coup, c'est là aussi l'intérêt d'être à deux face aux enfants. C'est toujours plus simple quand on peut s'appuyer sur l'épaule de quelqu'un, quel qu'il soit. Donc voilà, et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'avais pris des notes par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, la notion d'ennui, en effet... la notion d'ennui, c'est quelque chose qui est complètement évacué de nos sociétés. On ne supporte pas que les ados et les enfants s'ennuient. Je vous invite à lire sur le site de l'Open un article qu'a écrit Marion Haza, ici présente, sur l'ennui dans les jeux vidéo, parce qu'il y a des gamins qui s'ennuient dans les jeux vidéo et on n'en parle pas assez. Et il faut respecter ça. Ça va, j'ai bien parlé? Merci. Et donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Moi, c'est vraiment le point d'entrée, c'est vraiment le jeune âge, et qu'il ne faut pas se tromper aussi d'outils et de problématiques. Je vois pas mal de parents qui disent, ou d'éducateurs qui disent « Ah, mon ado, il ne me regarde même plus dans les yeux, il est tout le temps rivé sur son téléphone, etc. » On sait très bien que les gamins, les ados qui sont rivés sur leur téléphone, c'est pas le téléphone qui pose problème en soi, c'est juste que ce sont souvent des gamins qui ont regardé beaucoup la télé quand ils étaient plus jeunes et qu'ils ont manqué d'interaction dans le regard des adultes. Et puisqu'on sait très bien que les enfants et les adolescents se construisent comme ça par l'interaction et le regard de l'adulte. Et le téléphone, ça aurait pu être un autre objet, il aurait pu regarder un stylo. Le but, c'est de fuir le regard de l'adulte parce qu'il n'a pas été habitué à l'affronter et à s'y confronter et à assumer de pouvoir regarder quelqu'un dans le blanc des yeux, comme on dit, comme l'expression le dit. Voilà un petit peu ce que je voulais... Ça revient sur les notions d'attachement dont on a abordé ce matin, sur l'importance de créer dès le plus jeune âge des relations avec ses enfants qui sont... justement aussi profonde aussi dans les tâches quotidiennes, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur d'insister avec des familles, et surtout avec des familles de très jeunes enfants. C'est comme on a tendance à leur donner des choses ludiques à faire, on oublie l'importance qu'ont dans la vie d'un enfant observer ses parents faire la cuisine, observer ses parents faire le ménage par exemple. Alors forcément quand on est adulte, nous on trouve ça particulièrement rébarbatif et ça nous amuse absolument pas. Mais par contre pour un jeune enfant, c'est des moments où il y a énormément de choses à apprendre, où il se passe quelque chose, et à plein de parents, moi je leur dis, mais achetez-lui une petite balayette, et je peux vous assurer que vous allez... Enfin, il va faire le ménage avec vous, mettez-lui, faites-le jouer à côté de vous pendant que vous êtes en train de cuisiner, ou cuisiner avec lui, et vous allez voir que tous ces moments-là sont des moments d'échange, où là le lien se crée, et c'est un lien qui va perdurer jusque dans l'adolescence, et qui fait qu'il n'y aura pas de
Enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais enfin, j'ai tendance à penser que, voilà, justement, si aujourd'hui vous arrivez à discuter, par exemple, sur votre canapé, tous ensemble autour de la question des écrans, c'est que depuis le plus jeune âge dans votre famille, il y a aussi cette discussion est possible, et que forcément, comme on disait tout à l'heure, c'est quand ça n'a jamais été possible, ça devient compliqué, quoi. En tant qu'adolescente, se réveiller un matin en se disant, venez, on va tous discuter, on est tous hyper ouverts, alors qu'on n'a jamais parlé ensemble avant. Enfin, ouais. Et il y a une dernière chose qui me semble importante, c'est que parmi tous les écrans, il y a vraiment un écran à prendre à part, selon moi, qui est vraiment voilà, différent des autres, c'est le téléphone portable. Pourquoi ? Parce que le téléphone portable, il est, de par sa petitesse, en permanence sur nous, et donc en permanence dans la poche des ados, et que ça fait naître et apparaître des espaces d'intimité, là où il n'y en avait pas, ou parfois il n'a pas lieu d'en avoir. Ça se passe aussi pour les adultes, hein. Je suis désolé, un lit conjugal, vous prenez 2 téléphones mobiles dans un lit conjugal, ça fait naître 2 espaces d'intimité là où il est censé y en avoir qu'un seul. Et c'est tout bête, mais le téléphone mobile bouscule énormément de postures par rapport à toutes ces notions-là, et est un outil assez complexe à gérer. Surtout que s'il y a bien un outil sur lequel les adultes sont loin d'être exempts d'exemplarité, c'est celui-là. On est quand même souvent dans des postures paradoxales. Je sais qu'on n'était pas d'accord avec Marion au sein de l'Open, on en avait débattu. Au moment où Blanquer avait pris sa décision de vouloir supprimer le téléphone mobile à l'école, j'avoue que moi j'étais plutôt... en tout cas, j'étais pour la cassure face à ces postures paradoxales. C'est-à-dire que je trouvais complètement ridicule qu'on dise à des ados, le téléphone il doit être éteint en classe, en revanche dans la cour vous pouvez, derrière on va les mettre 100 millions d'euros sur la table pour lutter contre le cyberharcèlement, alors qu'on sait bien comment ça commence, hein, donc ça commence dans la cour de récré où ils ont leur téléphone et ils peuvent faire les cons avec notamment, et derrière quand ils remontaient en classe, ils avaient le droit à une séance de prévention, manger, bouger, attention, il faut faire du sport, et etc. On est complètement dans le paradoxe. C'est soit on interdit, soit on autorise globalement, mais je trouvais que là, on ne pouvait pas rester dans cet entre-deux. Et alors, la posture qu'on a prise, j'ai essayé de convaincre, alors je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours convaincue, c'est de dire... voilà, oui à cette interdiction, il faut peut-être sacraliser des endroits, sauf à des fins pédagogiques, parce que ça peut rester des outils d'apprentissage et des outils mais voilà, je pense que le rôle aussi de nous autres adultes, c'est de parfois endosser notre rôle d'adulte, nos responsabilités, et s'il y a bien des personnes dans cette société qui doivent se questionner sur l'avenir de la société, ce qu'on veut laisser à ces gamins, c'est nous, c'est de notre ressort. Et c'est à nous de trancher, de savoir prendre des décisions. Peut-être qu'on se plantera, on s'est déjà planté sur plein de choses, mais nous aussi on apprend. Moi, je voulais revenir sur les craintes que vous avez exprimées quand on vous a posé la question, et justement tu disais qu'elles n'étaient pas du tout celles des adolescents. D'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on fait pour mettre, alors peut-être Mathilde et Sophie en tant que parents, comment est-ce qu'on fait pour mettre face à face la crainte qu'ont les parents sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que les univers du numérique paraissent un peu abstraits? Est-ce qu'on a toujours peur de toute manière de ce que vont faire nos enfants, que ce soit dans les univers numériques ou dans la rue quand ils seront en dehors de chez nous? Comment est-ce que ces craintes sont fondées et comment est-ce qu'on les externalise un peu pour justement avoir des débats apaisés, parce qu'on parlait de relations conflictuelles entre les parents et les adolescents. C'est vrai que si les parents et éducateurs n'ont pas les mêmes craintes et ne sont pas sur la même position vis-à-vis de leurs ados, il y a moyen que ça fasse naître quelques crises. Je reviens sur ma notion d'observation, c'est être à la fois capable d'observer le sens enfin, de leur demander quel sens ils donnent eux à leur pratique, ça me semble intéressant quand même. Et du coup d'être capable de confronter nos représentations des univers numériques à leur représentation à eux de ces univers-là, et de les confronter, parce que je pense que les deux lectures sont entendables. Moi, après, c'était juste aussi pour revenir sur l'idée du temps d'écran. Il n'y a pas que l'histoire du temps, c'est qu'est-ce qu'il se passe dans ce temps.
si dans ce temps d'écran qui vous paraît une éternité de jouer 2 heures sur un jeu vidéo, mais qu'on est entre potes, on est à 5 ou 6, on est en train de jouer à un jeu vidéo qui est totalement adapté à notre âge, et je prends un exemple, un petit Mario Kart, et on est tous en train de rigoler un après-midi pluvieux par exemple, bon, bah, ces 2 heures-là sont des heures qui sont, moi je les interprète comme étant plutôt positives. Forcément, par contre, on prend les 2 mêmes heures d'un adolescent tout seul, ou on le multiplie pendant qu'on y est, sur un jeu vidéo qui n'est pas de son âge ou qui va lui transmettre des choses très violentes. Forcément, ce ne sont pas non plus les 2 mêmes heures. Ouais. Oui, mais si c'est justement peut-être sur le jeu adapté qui est bien et tout, et que en fait au bout de 2 heures, ah ben non, on en fait encore un peu, puis au bout de 2 heures et demie, ah ben non, on en fait encore un peu et tout, que les 2 heures se transforment en temps. Parce que justement, s'adapter, justement, c'est bien, que même si on a regardé le jeu, bah, c'est sympa et adapté. Vraiment, un autre, faut qu'il stoppe, quoi. Voilà. Est-ce qu'on aurait le même regard s'il faisait 3 heures de Monopoly? Pareil, je pense que oui. Parce que j'ai l'impression que C'est sur du jeu vidéo notamment, il y a un regard qui est beaucoup plus critique sur la forme vidéo et écran que sur d'autres jeux de société. Par exemple, on reprend quelque chose de similaire, Bien qui sûr. sont très chronophages aussi, qui sont aussi un espace de convivialité purement ludique, et sur lesquels on est en général bien moins critique. Mais c'est d'accord, parce qu'en fait, on ne fait quand même pas 3 heures de Monopoly tous les jours. Ah bah, On est comme le jeu de rôle alors. Le jeu de rôle, on peut passer un week-end entier à faire Mais je suis d'accord avec vous, on est face aussi à des postures générationnelles. Quand les adultes ont des craintes par rapport aux réseaux sociaux, c'est souvent le cas à chaque fois que des... Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'on vit dans une période en ce moment qui est assez extraordinaire, qui est peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il y a des outils qui ont été inventés par des adultes qui sont plus, et non pas mieux, plus utilisés par les enfants et les adolescents. Donc forcément, ça occasionne et ça bouscule un peu, ça chamboule. Mais en même temps, et comme toute nouveauté, ça c'est dans la nature humaine, on a toujours tendance à la présenter par les côtés négatifs et à diaboliser. Moi je dis souvent, la Bible, enfin, faut remettre, quand on regarde dans le rétroviseur, l'arrivée de l'imprimerie, relisez des textes, etc. de l'époque, l'arrivée de l'imprimerie avait questionné, bousculé, etc. L'imprimerie, bah, ça a donné quoi? Du bon, la Bible, le Coran, ce que vous voulez, et du pas bon du tout, Mein Kampf. Bon, bah voilà. C'est un peu les mêmes questions qui sont souvent récurrentes, qui arrivent. Mais une chose est sûre, ces espaces de socialisation en sont bien pour les adolescents, et que les priver ou leur en interdire l'accès de manière très ferme et définitive est une véritable privation et un véritable acte de souffrance que vous engendrez vis-à-vis de ces gamins qui se sentent exclus de la communauté à laquelle ils appartiennent. Oui, la difficulté, c'est je pense plus la mesure en fait, et que ces adolescents-là globalement, les adolescents ne mesurent pas, et effectivement, ils sont tout le temps en demande de plus parce qu'ils ne mesurent pas le temps qu'ils passent, et que ce soit sur un jeu vidéo ou sur j'enchaîne les vidéos YouTube, et en fait, il n'y a pas de limite parce que Internet, c'est sans fond, c'est sans fin. Enfin, Internet ou les jeux vidéo, ça peut ne jamais s'arrêter. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des jeux qui n'ont pas de fin. Et donc, du coup, c'est extrêmement difficile de donner un cadre. De se contrôler tout seul, c'est quasiment... Enfin, ça existe aussi chez l'adulte, ça. Oui, bien sûr. Vous allez à une soirée de Saint-Valentin, aller voir les tables et regarder les gens, les couples qui sont sur leur téléphone en couple. Un soir de Saint-Valentin, il y a le match. Ah oui, il y a les matchs. Je vous promets. Et donc cette gestion du temps, elle existe chez l'adulte aussi, qui a pas été plus éduqué qu'adolescent ou qu'enfant. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. On est en permanence, nous autres, dans des postures paradoxales dans nos comportements. Le fameux monsieur qui va aller, je sais pas pourquoi je dis monsieur, mais c'est souvent un monsieur, qui va aller gueuler contre un ado dans un bus parce qu'il est en train d'écouter de la musique sur son téléphone et qu'il le met en mode haut-parleur. Et à juste titre, il a raison de gueuler parce que c'est pas très citoyen, c'est pas très civilisé.
Ce même monsieur, on va le retrouver le lendemain en première classe dans le TGV, à emmerder tout le wagon au téléphone et à hurler, à bien comprendre qu'il est en train de parler à quelqu'un d'important, parce que il est aussi quelque part en train de... Enfin voilà, on est nous-mêmes adultes souvent confrontés à des postures paradoxales dans nos propres agissements avec ces outils-là, qui voilà, sont pas simples, ils bousculent beaucoup de choses chez nous et font résonance sur plein de choses. La preuve, on est là pour en parler et ça fait depuis le début de la journée et on sent qu'on aurait pu continuer encore pendant 3 jours. Juste une petite chose, on n'a pas parlé assez d'une chose, c'est des outils qui rendent addicts. C'est pas comme les jeux électroniques dans le temps ou la télé, ça rend addict. Et moi j'ai essayé un peu, j'ai dû arrêter, j'étais trop pris là-dedans. Et on oublie de le dire, c'est pas anodin, c'est pas comme un bouquin, c'est pas comme autre chose. Non, juste à la différence, c'est vrai que je voulais juste réagir sur enfin ça se rejoint, sur la notion de frustration. On en a vite fait évoquer ce matin avec, je me souviens plus de son prénom, de la docteure en psychologie Christine Canard, qui disait, avec l'apport des neurosciences, que c'était qu'à 25 ans que la maturité cérébrale, notre maturité cérébrale nous permettait d'agir avec la frustration. Donc quand on insiste sur cette notion-là, on ne peut pas demander à nos enfants et encore moins à nos jeunes de s'autoréguler alors que leur cerveau n'en est pas capable. Donc forcément, quand on discute avec un ado et si on lui dit ça, on risque d'en recevoir ça risque d'être assez violent. Mais voilà, c'est de sa faute. Mais il faut le faire. Mais pour le coup, mais ça nous aide aussi à agir en bienveillance aussi, encore une fois, envers eux. Bah oui, c'est normal que tu réagisses comme ça. Écoute, la frustration, c'est normal, tu as du mal à gérer. Et non seulement je suis d'accord avec monsieur, les outils, tu as raison, ils ne sont pas du tout construits pour que ça soit facile à gérer, mais en plus de ça, dans ton cerveau, c'est pas fini à ce niveau-là. Justement, ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'on a déjà, ça fait je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps on a ce nouveau monde, je suis en train de voir entre 8 ans, 10 ans, où on est vraiment très envahi par le numérique. Et je voulais savoir s'il y avait déjà des études qui ont été faites, où on a un petit peu un retour d'expérience sur un petit peu... sur quoi sur ce rapport au numérique, le fait qu'on passe du temps tous les jours sur le numérique, etc. Comment ça se passe? Voilà, on a quand même déjà 10 ans. Est-ce qu'il y a déjà eu toute une génération, par exemple des 10, 20 ans, là, qui ont pu avoir une adolescence un peu différente de ce qui était avant? Et si des études sont en cours, s'il y a des choses, il y aurait des choses à avoir pour avoir un retour d'expérience sur tout ça? Il y a plein d'études sur tous ces sujets. La seule chose, c'est que quand on dit que c'est là depuis 15 ans, c'est rien 15 ans. C'est une étude de cette ampleur, qu'elle soit sociologique ou pour avoir une réelle valeur, c'est presque à l'échelle d'une génération entière. Oui, mais le problème, c'est que sur ces 15 années, vous avez une transition. Vous avez une génération qui est née pendant... qui n'a connu que la planète avec ces outils-là. Et vous en avez une autre qui a connu avant et après. Et donc, du coup, la génération qui est née avec, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont encore trop jeunes. Du coup, mais il y a plein d'études. Après, là-dessus, il n'y a pas d'accord, si vous voulez. Il n'y a pas de... La notion, même la notion d'addiction qu'employait monsieur, elle est relativement, en l'état actuel des choses, de la connaissance, inappropriée. Il n'y a pas d'addiction aux écrans. On parle de dépendance, qui n'est pas la même chose. Quand vous êtes addict à quelque chose, vous êtes en situation de manque. Un gamin qui joue beaucoup aux jeux vidéo, etc., il va vous faire certes une crise si vous lui retirez le jeu vidéo, mais ça va pas être le reflet d'une situation de manque au sens physique et physiologique tel qu'on l'entend vis-à-vis, par exemple, de certaines substances narcotiques et autres. Juste avant de prendre quelques questions, peut-être un point d'attention, on n'arrête pas de parler d'une génération, d'une adolescence, on voudrait faire des études sur une génération entière. Je fais partie de la génération Y, ce qui ne veut absolument rien dire. Quelqu'un qui a 3 ans de moins que moi, 3 ans de plus que moi, fait exactement partie de la même génération que moi, a grandi avec les mêmes outils, mais on n'a pas forcément grandi dans le même contexte familial, dans le même contexte, que ce soit à la campagne, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Et du coup, c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas rappelé depuis ce matin, mais faire attention à quand on parle d'adolescents et de posture éducative, c'est que tous les jeunes qu'on a face à nous ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, Mathilde parlait de l'observation. Justement, faire attention aux jeunes qu'on a en face de nous. Et tous les jeunes n'iront pas forcément dans
arrêtez-moi si je me trompe, mais sur les réseaux sociaux, ils n'auront pas la même addiction en fonction du contexte et de leur fragilité. Peut-être prendre des questions. Moi j'avais une question justement qui rejoint cette question de génération. Aujourd'hui, l'évolution des outils numériques et l'évolution des pratiques des adolescents et des jeunes, elle va extrêmement vite. Typiquement sur ces questions de génération, on dit que c'est 10 ans. Entre les usages d'il y a 10 ans et une nouvelle version entre le début et la fin, ça va être complètement différent. Comment faire justement en tant que parents et éducateurs, quelle réponse apporter à des outils qui seraient nouveaux, qui posent des challenges nouveaux à chaque apparition et quasi systématiquement, les adolescents notamment vont être en avance sur le reste de la société et sur le reste des tranches d'âge pour s'emparer de ces outils. C'est souvent eux qui vont être les précurseurs sur l'appropriation d'un nouveau média, donc l'outil numérique. La seule solution, selon moi, et c'est là-dessus qu'on est en désaccord avec Harley, comme vous l'avez compris, c'est de ne pas parler d'outils, mais de parler d'usage. Pour garder cette avance, pour garder cette avance, il faut l'envisager comme étant un enjeu d'éducation, que du coup, si on est sur une problématique d'éducation, ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin de maîtriser les outils pour accompagner en tant qu'éducateur les gamins. Si on n'a pas besoin de maîtriser les outils, on ne sera jamais à la bourre, puisque c'est un enjeu d'éducation. Et les outils conditionnent nos usages, pour l'exemple de la démocratisation de la photo et des appareils photo sur nos portables, a des conséquences en termes de harcèlement. Bien sûr. Oui. Bien sûr, mais est-ce que le harcèlement est né de ces outils? C'est juste un prolongement, une différenciation à un moment, et le harcèlement a toujours existé. Le harcèlement repose sur des problématiques humaines qui sont un peu plus complexes que l'apparition d'un appareil photo. Moi, je montre souvent dans... Je montre souvent dans mes conférences, je m'amuse à montrer pour justement aider les parents à désacraliser les choses. Il y a tout un tas de photos qui sont merveilleuses, qui datent des années 1920, où on voit des gens qui faisaient des selfies. Mais je vous assure, ils sont avec les gros appareils photos, ils sont comme ça. Et tout ça pour montrer que ce type de choses, ces comportements narcissiques ont toujours existé, ils sont profondément ancrés dans la nature humaine, et que les outils numériques viennent juste par moments exacerber certains de nos travers, si on peut parler de travers. Et juste pour répondre aussi à ta question, je trouve que malgré tout, toutes nos valeurs éducatives et les valeurs éducatives des parents, c'est des choses qui restent assez inchangées. Le respect de l'autre, le respect du fair play, à inculquer ces valeurs-là, il n'y a pas besoin de s'y connaître en informatique, il n'y a pas besoin d'être un pro du jeu vidéo pour pouvoir continuer en tant que parent à valoriser, à valoriser ces valeurs-là. Et je pense qu'en termes par exemple de prévention du cyberharcèlement, pour moi, ça passe vraiment par justement, qu'est-ce que c'est que de prendre la parole quand on est anonyme, qu'est-ce que c'est que de prendre une parole appropriée, qu'est-ce que c'est que... Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que c'est le respect de l'autre. On est sur des valeurs que moi, mes parents m'ont apportées sans être à fond dans les numériques, que mes grands-parents certainement ont dû apporter à mes parents sans être dans le numérique. Enfin voilà, c'est des trucs qui se transmettent de génération en génération et qu'il est important de continuer à transmettre et qu'il y ait des nouvelles technologies ou pas. Et puis qu'on arrête d'être complice aussi de cette dictature médiatique qui voudrait que le numérique soit des outils qu'on personnifie. Moi, je fais des bonds sur ma chaise à chaque fois que j'entends des journalistes, et maintenant c'est une fois sur deux, qui démarrent un article ou une rubrique par la toile s'enflamme, les réseaux sociaux sont furieux, etc. Mais de qui parlons-nous? Non mais objectivement, on parle de 300 blaireaux qui s'ennuient... Non mais franchement, on parle de 300 blaireaux qui s'ennuient toute la journée et qu'on va transformer, à qui en plus on fait vraiment, à qui qui n'aurait jamais eu voix au chapitre, et à qui on va transformer en l'expression d'une vox populi. Mais on marche sur la tête ou quoi? On parle de types de personnes qui sont pas bien dans leur peau et qui utilisent justement les réseaux sociaux par lâcheté, en étant cachés derrière leur écran, pour faire ce qu'ils n'oseraient pas faire en face, en regardant quelqu'un droit dans les yeux. Donc arrêtons de sacraliser la parole de ces gens-là, arrêtons de personnifier les réseaux sociaux, et aussi faisons passer ce genre de message aux jeunes. On parle des fake news, etc., mais commençons par ça. Commençons aussi par taper du poing sur la table vis-à-vis des médias, parce qu'il y en a marre d'entendre ce genre de discours, et de voir que tout le monde...
on est tous quelque part complices de ça en relayant ce genre d'informations et en acquiesçant en disant ah oui, c'est vrai, la toile s'enflamme. Ah bah super. Juste par rapport à ce que tu disais aussi, c'est, je pense que on est tous éducateurs et qu'on sait que l'éducation c'est une attention de chaque instant et que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge autour de nous, il faut qu'on adapte notre posture, notre éducation, quel que soit l'environnement. Et plus les enfants grandissent, plus on va se retrouver à des choses diverses et variées autour de nous. Et qu'il faut, justement, je pense, avec l'adolescence, qui est les adolescences d'ailleurs, extrêmement variées, ne pas lâcher et justement continuer à être vigilant, rester attentif. C'est pas parce que nos enfants grandissent et deviennent autonomes qu'on n'a plus de rôle à avoir dans leur éducation. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions, une réaction avant qu'on passe à la restitution? Ce que je regrette, c'est qu'on a eu ce matin des scientifiques qui sont des spécialistes du fonctionnement du cerveau humain. Et moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est de comprendre quels impacts ont ces approches numériques sur la capacité d'un individu à gérer de l'information, à hiérarchiser de l'information, par rapport à un enseignement plus classique, où le livre est très présent, où l'information dans un livre, elle est dans une table des matières, avec des chapitres. Moi, je crois savoir que ça a un impact sur le cerveau, quoi, sur notre capacité à juger, à évaluer. Moi, je suis spécialiste du psychisme, pas du cerveau, c'est ça le problème. Non, mais on n'a pas la même posture. Je suis mal exprimé, mais quel effet ça peut avoir? C'est pas du tout pareil, parce qu'effectivement, l'approche n'est pas la même, de parler en termes de neurones, etc. Les effets cognitifs, c'est comme ce qui a été évoqué ce matin. Et moi, ma façon de travailler, que j'ai, qui m'amène à ça, c'est plus voir sur le côté affectif et pas sur le côté cognitif. Après, sur le traitement de l'information, de façon générale, on sait effectivement qu'il y a des modalités qui sont différentes à l'heure actuelle, puisque par exemple, c'était dit ce matin au niveau de la mémoire, aujourd'hui on voit chez les ados se développer des capacités pour retrouver la trace de l'information et non pas se souvenir de l'information. Donc, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? On ne peut pas dire pour le moment, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recul, mais est-ce que c'est plus intéressant de connaître par cœur plein de choses, ou est-ce que c'est plus intéressant de savoir où trouver ces informations-là? Vous voyez, là, ça reste des choses qui sont... Aujourd'hui, on peut se dire c'est moins bien parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Jusque-là, on a fait ça. Mais est-ce que c'est moins bien? Pour le moment, c'est difficile de juger parce qu'on n'a pas assez de recul. On va dire dans 20 ans. On sait qu'il y a des choses qui sont développées sur le multitâche, par exemple. La capacité de faire l'écran séparé en deux, jeux vidéo, réseau social, YouTube, réseau social, télé en même temps, Twitter. Est-ce que ça permet justement de développer des capacités? Il y a des jeunes à l'heure actuelle qui sont recrutés parce qu'ils ont justement cette capacité de développer plusieurs choses. Est-ce que au final ça fonctionne bien ou est-ce qu'il y a des failles? Vous voyez, on n'a pas encore des éléments précis par rapport à ça, mais on voit des effets de ces outils et de leur rapport par rapport à l'information. En tout cas, je pense qu'on peut conclure qu'on peut refaire une session d'assises l'année prochaine, qu'il y a encore plein de questions, plein de sujets, et qu'on pourra ouvrir plein de tables rondes, peut-être dans une semaine, peut-être tous les mois si les scouts guides sont prêts, et non. Rien de prévu les prochaines semaines. Je voudrais qu'on garde les quelques minutes qui nous restent pour mettre en commun les 5-6 points clés qui ont été notés, les 5-6 principes. Et aussi, ils seront présentés du coup en conclusion tout à l'heure. Du coup, savoir si vous êtes d'accord avec, s'il y en a qui ont été oubliés, s'il y en a qu'il faut modifier, changer. Du coup, c'est Camille qui a accepté gentiment d'être notre secrétaire de table ronde. C'est pas un exercice facile parce que du coup, c'est vraiment ce que moi j'ai retenu. Donc le premier point, j'ai retenu que c'était difficile d'être parent, qu'on ne peut pas demander à tous les parents
d'être au fait de tous les sujets et de toutes les méthodes pédagogiques et éducatives. Et que du coup, c'était important de garder en tête de ne pas poser de jugement sur la manière dont on pouvait se dépatouiller de tout ça, à l'instar des médias, par exemple, mais aussi d'autres éducateurs ou d'autres personnes de nos entourages qui ont facilement tendance à porter un regard critique sur la manière dont on éduque nos enfants. Donc ça, c'est le premier point que j'ai retenu. Le deuxième, c'est que les familles sont de plus en plus isolées dans un monde de plus en plus connecté. Or, ces questions autour du numérique posent problème dans toutes les familles, à différents niveaux, sur différents sujets, mais en tout cas que ça concerne vraiment tout le monde. D'ailleurs, les préoccupations des participants là illustrent un peu ça quand même. Que tout ça, ça engendre des postures paradoxales entre nos agissements en tant que parents et les messages qu'on pense passer à nos enfants, qui ne sont pas toujours cohérents. Et que ces préoccupations ont des impacts aussi forts sur la relation des parents avec leurs adolescents. On a parlé de coupures, de conflits, de difficultés, de compromis relationnels. Alors, face à tout ça, on retient aussi que c'est important que les éducateurs, de manière générale, soient co-acteurs de l'éducation des enfants et des adolescents sur ces sujets-là. Et on souligne aussi les effets positifs des messages qui passent entre pairs. J'ai listé quelques outils à avoir en tête pour répondre au fait que les ados se construisent principalement à travers leurs liens sociaux et que donc on a besoin de toute façon de faire avec ces outils numériques et que notre rôle, c'est de les accompagner. Donc, quelques outils d'accompagnement, l'observation, la discussion, partager j'ai appelé ça des actions numériques, je ne sais pas trop comment le dire autrement, jouer, faire des recherches, des activités autour du numérique, le faire avec, quoi. De nommer la place des écrans dans la maison, dans la famille, dans les relations, de proposer d'autres types d'activités, de laisser la place à l'ennui, de laisser la place à leur observation à eux, à l'observation des enfants et des ados, et de les aider à prendre conscience de la place que ça prend dans leur vie. Merci beaucoup. On peut, s'il y a des... Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des points de contestation, des rajouts à faire, sachant que c'est ce qui sera présenté sur la table ronde? C'est le moment de vous exprimer, sinon on considère que tout le monde est d'accord. Eh bien, tout le monde est d'accord. Et je crois que Mathilde voulait terminer sur un message d'espoir pour pas qu'on parte tous déprimés. Ouais, après ce genre de journée et après aussi toutes mes interventions, j'ai l'habitude de dire que les enfants auxquels on intervient, ils vont bien. La majeure partie des enfants auxquels nous avons affaire vont bien. Ils savent distinguer le réel et le virtuel, ils savent parfois se prendre du recul, ils arrivent à s'interroger, ils arrivent à s'intégrer. Et c'est aussi, on a raison de s'alerter, mais quelque part on a aussi, on a le droit de souffler un petit peu par rapport à cette question en se disant que les enfants vont bien, et ils sont pas non plus tous dégénérés, et c'est pas l'image qu'on nous montre aussi dans les médias, voilà. Merci beaucoup. Ce sera ajouté au compte rendu. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sophie, merci Mathilde, merci Thomas d'avoir participé.